Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur le cerveau et la neuroplasticité avec Sébastien Cazodéor, auteur et psychobiologue. Bonne écoute. Tu parles dans ton livre d'empreinte énergétique. C'est composé de quoi? Est-ce que c'est en lien avec ces croyances inconscientes justement? Alors, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se... L'empreinte énergétique, c'est ce que chez les yogis, en Inde, etc., on appelle ça le vasana. C'est une espèce d'odeur, on ne parle pas d'odeur qu'on sent, hein, mais c'est l'odeur de l'individu dans le sens où c'est ce qu'on dégage autour de nous, c'est cette énergie qu'on est... Moi, je compare toujours à une station de radio. C'est-à-dire que si on a certaines pensées, on va affecter les fréquences de notre cerveau, de nos fonctionnements, etc. Et notre champ électromagnétique, toutes ces choses-là, on baigne dans un champ électromagnétique. Donc on est, j'aime pas qu'on dise on est tous connectés. On est tous potentiellement connectés parce on baigne tous dans la même soupe d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire qu'une carotte dans la soupe est connectée, un morceau de carotte est forcément connecté avec un morceau de navet. Mais potentiellement, c'est possible. Voilà. Donc le truc est à peu près la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'on est toujours connecté, c'est-à-dire qu'on émet une fréquence en fonction de nos pensées. Cette fréquence-là, elle est perceptible par d'autres pensées qui vont être compatibles. C'est-à-dire les gens qui sont branchés sur la même station de radio, qui sont capables de la recevoir. Mais ça a effectivement, puisqu'on reparlait, et on reparlera comme le principe de polarité, c'est-à-dire que si une personne est branchée sur une fréquence de se sentir victime, toujours, pas d'être victime de quelque chose, mais d'être une victime, ça devient une fréquence particulière qui ne peut appeler qu'une seule chose. Parce qu'elle prend toute la place, tu veux dire? Non, un bourreau. Une victime ne peut exister qu'avec un bourreau. Et inversement. Ouais, de toute façon, tu attires ce que tu aimais, encore une fois. Tu attires ce que tu aimais. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu te concentres sur le fait d'être victime dans les choses, tu vas trouver les personnes qui vont répondre à ce mode de pensée, à ce mode de comportement. Ouais. Donc, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on peut, dans la vie, être victime de quelque chose, mais on ne peut pas être une victime. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui te définit en tant qu'être. Et c'est souvent l'identité des personnes comme ça, d'ailleurs. C'est souvent, c'est parce que c'est devenu très à la mode maintenant, où on se définit en fonction de ce qui nous est arrivé et pas en fonction de ce qu'on est. C'est la fameuse idée de se définir en tant qu'individu en fonction de ce qu'on a et pas de ce qu'on est. Si on se définit en fonction de nos expériences, c'est ce qu'on a. On a des expériences. On a eu des conclusions, on a eu des croyances, on a ces choses-là. C'est pas représentatif forcément de qui on est. Et je pense que si on est une victime quelque part, au moins on a une identité en fait, parce que des fois c'est des personnes qui ne s'aiment pas, qui croient qu'elles n'ont aucun caractéristique positive. C'est-à-dire au moins je suis quelque chose, je suis une victime, et peut-être que du coup j'aurai inconsciemment plus d'amour parce que je suis une victime. Vous comprenez, c'est dur. Peut-être il y a plein de choses. Ça devient un bénéfice secondaire, on appelle ça. Ouais. Le bénéfice secondaire d'un comportement dommageable. Ouais. Mais c'est marrant en tout cas, c'est intéressant en tout cas de parler justement de cette fréquence radio, j'aime bien ce genre d'exemple. Et c'est là quand tu vois l'état de la planète en ce moment et ce qui se passe, tu te dis qu'on a peut-être tous un travail à faire en termes de pensée, parce que parce qu'en plus il y a celle de l'individu, puis on est toujours aussi affecté par un inconscient collectif. Et qui a une vraie importance dans nos vies, hein, parce que malgré tout, le fait de vivre dans un certain environnement, que ça soit culturel, que ça soit idéologique ou tout ce qu'on veut, va avoir une influence au niveau de l'individu aussi. On n'a pas les mêmes valeurs où qu'on soit dans le monde. Ouais. Ces systèmes de valeurs ou de morale, la morale se construisant aussi sur une valeur mais à un niveau sociétal, est très intéressant et très difficile à gérer. Moi je suis anthropologue à la base, hein, c'était mon truc, un doctorat en anthropologie, et je travaillais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on voit dans ce décalage sociétal quelque chose qui est toujours très intéressant par rapport à la morale. Comment est-ce qu'on gère ne serait-ce que le prix de la vie selon les endroits où on vit sur la planète.
tuer quelqu'un, est-ce que c'est un problème dans certains endroits? Ça dépend des circonstances. C'est Ouais. ça c'est ça qui est très étrange. Euh, C'était dans nos fameux 10 commandements, c'est tu ne tueras point. C'est ça, c'est niet, c'est pas possible. Voilà. Mais si on revient à l'origine de ces commandements-là, quand les Égyptiens utilisaient les commandements, déjà ils en avaient pas 10, ils en avaient, je sais plus, 125 ou un truc comme ça. Et le même commandement sur le fait de tuer est beaucoup plus souple. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, t'évites. Il y a une petite astérix, tu sais, Ah, c'est c'est le cas de conditionnel. dire. Et en Papouasie, il y a un respect de la vie, ça, il n'y a pas de problème, il y a un respect de la vie par rapport à la moralité, mais tuer n'est pas forcément un problème et peut être accepté culturellement et individuellement. Hmm. Vous voyez, Hmm. je prends aussi souvent, c'est une expérience que j'avais fait quand j'avais 19 ans. J'étais en Papouasie, je vivais dans une petite vallée au milieu d'une communauté et bon, il n'y a pas énormément de monde donc on finit par de visu croiser à peu près tout le monde et puis de repérer les gens. Et cette dame que je croisais, qui devait être dans sa vingtaine à peu près, je le croisais régulièrement, enceinte, vraiment, vraiment enceinte, on sentait que c'était huitième, septième ou huitième mois. Ce qui est là-bas déjà est très avancé, rare d'aller jusqu'à 9. Et donc je disais, ça, voilà. Puis un jour, je la vois, puis là, c'était, voilà, ça s'est bien passé. Bon, un peu diplomate, je lui demande pas, je lui pose pas la question, je dis rien, parce qu'on sait jamais si ça a pu mal se passer ou quoi que ce soit. Donc, je demande à une des dames, à une des personnes âgées avec qui j'étais en contact toujours, pour discuter, pour avoir les informations. Et je lui demande, mais la dame, comment ça s'est passé accouchement? Oh, ben non, mais c'est bon, elle l'a enterré. Je suis merde, c'est dur. Et fait, mais ça s'est mal passé, tout ça. Il fait, non, non, c'est pas ça, c'est qu'elle en a déjà un en bas âge. Je comprends pas. Il en a déjà un en bas âge, mais et l'autre, ben non, elle pouvait pas le garder. Donc elle l'a enterré. Parce qu'elle peut pas en porter deux à la fois, elle peut pas en allaiter deux à la fois. Ça mettrait le premier en danger, étant donné qu'elle doit l'avoir sur le dos, travailler, le porter, s'en occuper toute la journée, et qu'elle a besoin de ses deux bras pour faire dans les champs, on est dans un mode de survie. Hmm. Donc pour Hmm. cette dame-là, le calcul était rapidement fait. Le premier, il avait déjà 1 an ou presque, mais il marchait pas encore. Le deuxième aurait potentiellement mis son existence en danger. Hmm. Et ça, c'est une leçon étrange. Qu'est-ce qu'on pense à un niveau moral? Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, cette femme, elle était triste, ouais, ça l'a dévastée. Elle a souffert énormément de devoir faire ça. Mais est-ce qu'elle avait le choix? Dans sa tête, elle n'avait pas le choix. Donc où Hmm. s'arrête la morale, où commencent les choses? Ah ouais, ouais. Et après avoir étudié ça, effectivement, revenant à l'université après, avec les autres anthropologues, on en discutait, et les mecs me disaient, il y en a qui sont intéressés à la question. C'est un pourcentage incompressible dans toutes les sociétés humaines. C'est très étrange, même chez nous. C'est-à-dire Chez chez nous, nous. ça finit en fait divers. Ah oui, oui. Ouais, ça finit en fait divers généralement. On les traite en psychopathie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement, c'est étonnant. Puis ouais. Enfin, je pense Mais que c'est parce voilà, que. la réalité des uns et la réalité des autres, la morale des uns, c'est comme disait, je crois que c'était Louis Ferré, ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Ouais, c'est vrai. Et c'est très Ouais. vrai. Mais après, comment on gère la différence et comment on gère le relationnel avec les autres? Quand on n'a même pas les mêmes morales, quand on n'a même pas la même réalité. Hmm. Complètement. On en revient à ces fameuses valeurs, règles, tu sais, tous Ouais, ces la points-là, dynamique, croyances. valeurs, croyances, règles. Ouais, Et comment on perçoit le monde surtout, en fonction ouais, de ça. ouais. Mais Donc, tu sais. s'il n'y a pas de plasticité, si on reste accroché à nos règles et à nos morales et à nos valeurs, comment est-ce qu'on gère une histoire comme celle-là, par exemple? Ouais, ouais. C'est Toutes les compliqué. histoires même. D'où l'importance effectivement de cette évolution grâce aussi à la neuroplasticité, à la prise de conscience, à la Ouais, et remise de en s'arrêter question, en 2 secondes pause. pour réfléchir Voilà, à ce exactement. que ça veut dire exactement. Ouais, Est-ce qu'on ouais, condamne cette femme pour ce qu'elle a fait? Ben non, pas dans son contexte, ouais. pas dans sa réalité, Pas dans sa culture, pas dans. Ouais. pas dans sa culture. Donc là on apprend vraiment. Bon, moi, je prends exprès cet exemple-là parce qu'il est choquant, parce il est perturbant et qu'il pousse à réfléchir forcément sur la différence entre les choses, mais entre les gens, entre les choses, entre les manières de penser et tout ça. Mais il est représentatif de ce à quoi on fait face au quotidien, à des échelles bien moindres évidemment, heureusement, Ouais, parce que sinon ça serait compliqué. ouais, tu m'étonnes. Mais
c'est toujours comment est-ce qu'on se gère dans les conflits entre personnes. Ouais. Et pour revenir, tu sais, au statut de victime dont on parlait, même si on est conscient qu'on est en train d'agir avec ce comportement, par exemple, de victime ou autre, ça ne veut pas pourtant dire qu'on va réussir à sortir de ça. Alors, on a parlé de la pause, mais sinon, comment on peut vraiment réussir à interrompre ces programmes? Est-ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas, propositions un peu Ouais, là-dedans? c'est-à-dire que et c'est exactement de la même manière. C'est-à-dire que dans le même fonctionnement. Si tu sais que c'est ton inconscient qui cause tes comportements, même Automatique, tes ouais. décisions, si tu les prends pas consciemment, c'est l'inconscient, du fait de ce sens de l'agence dont on parlait tout à l'heure, si tu laisses les choses faire comme ça, tu te rends compte aussi que tu laisses ton émotionnel gérer ces choses-là. Hmm. Et le problème, c'est que notre émotionnel, on lui fait confiance. Sauf qu'il On ne le prend pas prend pour forcément les argent bonnes comptant. décisions. Tu prends pour argent comptant. C'est-à-dire, je suis en colère. Pourquoi tu es en colère? Ah ben je le sens, je suis en colère. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je fais non, non. Il a fait ça, mais pourquoi toi tu es en colère? Ouais. Ok, j'ai bien vu qu'il a agi comme ça. Mais ça, c'est son problème. Pourquoi toi tu es en colère maintenant là? Ah, parce que c'est inadmissible. Qui a décidé ça? Toi. Ok, d'accord. Ok, non, là on est bon, on est bon. T'es sûr que ça vaut la peine? Fait, généralement, la plupart du temps, la réponse à cette question, c'est non. Ça vaut rarement la peine parce qu'on se pourrit l'existence pendant une heure pour une connerie et qui sert pas à grand chose. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'on est concentré sur la sensation liée à l'émotion, la sensation vient comme une espèce de certificat d'authenticité absolue qui fait qu'on accepte l'émotion telle qu'elle est et qu'on décide de la vivre. Le truc, c'est que quand la colère arrive, si on prend un moment inconscient en disant ouais non, alors attends, je suis en colère, ok, je le sens, mais est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est acceptable ou est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si on fait juste ça à ce moment-là, on réalise un truc, c'est que la colère, eh ben, la sensation retombe directement. Pourquoi? Parce que la sensation existe pour attirer l'attention de la conscience sur l'émotion. Le principe de l'émotion, c'est d'apporter un message. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, pour la colère, ça sera de quelqu'un a enfreint une de tes règles. Prends une seconde pour réfléchir à savoir de la validité de la règle. La règle est valable, elle est raisonnable, elle n'est pas excessive, elle est tout. Je sais bon, tu vas réussir à le rééduquer, le mec dans sa bagnole en face? Non. Alors ça sert à rien de te mettre en colère. Ça sert à rien. Tu vas pas baisser ta vitre pour l'insulter, ça va faire qu'une chose, c'est le mettre lui en colère. Parce Puis qu'il après, va se ça mettre n'arrête plus, c'est fini. il va se mettre en défense. Donc ça arrivera à rien. Le truc, c'est que ce concept-là, pour la colère, pour la frustration, pour toutes ces choses-là, on arrive bien à saisir l'idée d'arrêter le mouvement pour pas se laisser embarquer par l'émotion. Ouais. Le problème, c'est qu'on le fait pas avec l'amour. Dans quel sens? Pourquoi tu tombes amoureux? Ah oui, mais ça... Qui décide? Bah, c'est toujours ton inconscient. Alors attention, on prend une seconde. Il décide pourquoi? En fonction de quoi? Exactement, de ta base de données, de références Et on est antérieures. toujours sur les vieux machins. Si tu tombes amoureuse de quelqu'un en fonction de tes vieux dossiers et surtout de tes vieux traumatismes, t'as une bonne chance de partir pour rejouer encore une fois les mêmes scénarios qui t'ont pourri l'existence juste avant. Ouais. Donc c'est toujours de faire, ok, là pourquoi? Alors imagine encore une fois, tu rentres dans cette idée-là avec cette notion de victime, les personnes que tu rencontres, tu vas réagir, ton inconscient va dire, bah oui, mais tu demandes là. C'est-à-dire qu'on rencontrera toujours la personne parfaite pour répondre à nos besoins, mais pas forcément nos envies. Ouais, même si on a l'impression consciemment. Et en conscience, quand on fait le travail en conscience, comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on arrive à réduire l'écart qui existe entre envie et besoin. C'est tout le travail d'une vie. C'est-à-dire que de faire en sorte que la distance qui existe entre le jeu et le soi se réduise de plus en plus. C'est-à-dire que le masque qu'on utilise, le masque égotique qu'on utilise pour pouvoir interagir avec le monde, interagir avec les autres, avec notre environnement, etc., plus ce masque est éloigné, plus la différence entre envie et besoin va être grande.
Mm. Plus on va subir nos comportements, plus on va en souffrir, etc. L'idée à chaque fois systématiquement, c'est de garder cette plasticité pour peu à peu réduire, et que finalement ben, le masque en question finisse par vraiment nous ressembler. Ouais. Et Ouais, pas se ouais. laisser embarquer dans des identifications avec des attachements qu'on placerait sur des choses à l'extérieur de nous et des attentes qu'on place sur les autres. Tout un tas de choses comme ça qui On est font vraiment des que on robots, en est, fait, quelque part. fonctionne pareil. D'un Ouais. autre côté, les robots, quand on les construit et quand on les conçoit, c'est sur ce modèle-là. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, ouais, vraiment faire des pauses déjà pour ramener de la conscience et savoir si le comportement qu'on est en Ouais. train d'avoir, il est vraiment le fruit de cette impulsion émotionnelle, finalement. C'est exactement ça. C'est le premier conditionnement. C'est se conditionner pour utiliser ce microscopique temps d'arrêt qu'on a avant la réaction. Ouais. C'est-à-dire avant de se mettre en colère. Le microscopique en disant tu vois, ça, juste là, on arrête. On Ouais. s'arrête. On dit pas qu'on va pas le faire, on dit pas qu'on va pas réagir comme ça. Au final, parce que il y a des fois, merde, tu vas te mettre en colère parce que il faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, et qu'on va y aller. Voilà. Mais il y a plein de fois où ils ont non, ça vaut pas la peine. Aucun Ouais. intérêt. Tu sais, je pense aussi au fait de recevoir un mail, par exemple, quand tu travailles, tu reçois un mail de ton boss qui te demande des grosses modifs et alors qu'il est 19h30 et que tu pensais rentrer ou ce genre de choses, ou tu vois. Et effectivement, plutôt que de répondre en disant, tu sais, en te justifiant par la colère, ou même des fois en insultant, ou en tout cas en se mettant en colère, déjà, je pensais accueillir aussi l'émotion pour que cette réponse se fasse aussi, pour s'apaiser Ouais, aussi, pour qu'elle soit vécue. Et ouais. ensuite, tu peux répondre. Enfin, moi, je sais que j'évite de répondre dans l'immédiat, ça sera pas du tout le même réponse que dans 20 minutes après C'est avoir ressenti mon exactement ça. émotion, tu vois. Ouais, ouais. Et le conditionnement fait que le temps de latence, il va être de plus en plus réduit. C'est-à-dire que tu es capable de switcher directement sur un mode conscient et de dire, ok, ça me fout en rogne. Pourquoi? Bah, parce qu'il est encore en train de faire un truc au dernier moment, alors que là, Ouais. voilà, c'est pas possible. Donc, c'est une de tes règles qui fonctionne pas, parce que tu avais décidé que dans ta règle, tu serais parti à telle heure. Donc, ouais, la colère, elle va venir. Elle fait, bah, ça sert à quoi? Je me mets en colère. Voilà, les deux décisions, elles sont toujours hyper simples. C'est de savoir, est-ce que je lui dis oui ou est-ce que je lui dis non? Si je lui dis oui, bah, j'accepte de le faire. C'est-à-dire que c'est moi, c'est ma décision et c'est mon comportement que j'adapte en fonction. Et donc j'accepte de le faire. Ou alors je dis non. Et il y a des conséquences. Il peut y avoir des conséquences. Est-ce que j'accepte les conséquences? Tu vois, c'est toujours la même chose. Si tu Ouais. pars directement, là ton exemple, il est bien parce que effectivement, qu'est-ce que ça va faire résonner? Bah, on est toujours dans l'attention à la perte. Je risque de perdre mon job si je fais pas les choses. Alors que même pas forcément. Il y a un moment donné, ouais, mais est-ce que j'ai encore une vie? Ah, bah, il va falloir trouver un petit équilibre entre les deux. Mm. Tu vois? Et après, de savoir ce qu'on veut dans la vie et comment on gère ces choses-là. Donc, ouais, quand tu as l'email, tu as l'attention à la perte, ça te met en colère parce que tu voulais pas ça. Donc, tu vois, l'envie et tu as derrière le besoin qui va pousser parce que le besoin, c'est ouais, mais tu as la trouille, tu as besoin de garder ton job, tu as besoin d'être bien vu, d'éventuellement avoir une promotion, j'en sais rien. Mais si t'as plus de vie derrière, c'est super, mais bon, tu risques Ouais. de... Voilà, il y a un prix Ouais, à payer. complètement. Donc c'est Ouais. toujours de savoir pourquoi tu agis. Si tu agis pour toi systématiquement en disant là c'est acceptable, je le fais. Là c'est pas acceptable, est-ce que je suis obligé de le faire quand même? Ok, mais dans ces cas-là, je le fais parce qu'il faut le faire. Ouais. Ouais. Donc tu repasses dans moi ce que je dis toujours, c'est au niveau de l'action, l'action doit toujours être dans un principe d'excellence, pas dans une attente de résultat. J'essaie de comprendre la subtilité de la chose. C'est-à-dire que dans un principe d'excellence, c'est-à-dire que tu vas toujours, quoi que tu fasses, tu vas toujours le faire du mieux que tu peux. Ok. Ouais. Voilà. Mais c'est sans attente de résultat. Mm. C'est-à-dire que si ça fonctionne et que ça passe, ah, c'est super. Si ça fonctionne pas, de toute façon, tu as fait du mieux que tu pouvais. Donc tu n'aurais pas pu faire mieux. Ouais. Ça va Ouais. pas, bon ben ça va pas, c'est que voilà, tu vois, moi si demain je me dis tiens, je m'attaque, je deviens astrophysicien avec bon, je vais agir dans l'excellence du mieux que je peux, mais je suis pas sûr que le résultat soit à la hauteur. Mais si j'ai une attente de résultat d'être astrophysicien chevronné dans l'année, Compliqué. voilà, je vais pas dormir beaucoup Ouais. 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 et je suis pas garanti d'y arriver. Mais je le fais pour le faire.
parce que ça me passionne, parce que je sais, tu vois, on Parce que je agit m'appelle pour Brian agir. May, pour ceux qui connaissent. On agit pour agir, Ouais. pas parce qu'on attend quelque chose. Si tu es la personne qui agit en fonction de ses attentes, sera déçue quel que soit le résultat. Ouais, bien sûr. Ouais. Quel que Et, soit le résultat. et je repense, tu sais, à cette fameuse base de données qui est basée sur nos expériences du passé, les bonnes et les mauvaises d'ailleurs. Mais il y a aussi tout le transgénérationnel. Et toi, tu parles de reproduction d'une problématique ou un schéma de comportement récurrent. Ouais, Donc on en se fait, en transmet nos plus, il y a patates tout ce chaudes. truc-là, quoi. On se transmet nos patates chaudes. Ouais. On a une transmission, comme je te disais tout à l'heure, qui est dans l'inconscient collectif, mais il y a aussi l'inconscient familial qui va Ouais. affecter tout ça. Donc ça, bah là par exemple, là tu vois, là on rentre déjà dans le sujet de mon livre qui doit sortir, là le pouvoir du non sur le principe karmique, là et qui sort en octobre. J'utilise tout le fonctionnement karmique pour expliquer justement ça, cette dynamique-là. Parce que c'est une information qui nous appartient. Et donc, ton point, c'est que savoir dire non, en fait, par rapport à nous en tant que personne et pas par rapport à l'influence de toute cette database, cette base de données, dont le C'est-à-dire que non, transgénérationnel. le non, c'est pas le rejet ou le refus de quelque chose. Le non, c'est ce qui permet justement d'arrêter le mouvement inconscient, incontrôlé. Hmm. C'est ce qui fait qu'on va filer directement sur une certaine manière d'agir, une certaine manière de penser. C'est-à-dire qu'on arrête la plasticité dès l'instant où on embrasse cette fameuse base de données sans la remettre en question. Où il Ouais, n'y a pas de conscience dans les choses. ouais. Voilà. Le conscient, tu vois, encore une fois, la conscience, c'est pas ce sens de l'agence où on a l'impression, t'as vu, hein, j'ai bien réfléchi quand j'ai fait le truc, et fait ouais, mais t'as réagi pourquoi tu le faisais? Elle fait ben non, c'était ça. Il a agi comme ça, j'ai réagi comme ça. Je sais, bah, donc là c'est quasiment pavlovien ton truc. T'as appuyé sur une manette directement et ton inconscient, tiens vas-y, là comme ça. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on n'agit pas sur le fond de nos pensées ou le fond de nos comportements ou la raison fondamentale de pourquoi on agit, on intervient uniquement sur la forme de notre Hmm. comportement. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah bah tu vois, je lui ai dit comme ça. Je fais, ouais, mais pourquoi tu lui as dit? Ouais, Juste pourquoi tu lui as dit ça? ouais, exactement. Ouais, Le ouais. fait que tu l'aies fait comme ça, tu as l'impression que c'est construit, que c'était hyper bien réfléchi, c'était élaboré, ok, c'est super. Là, il y a un travail conscient, effectivement, sur le choix des mots, si tu veux, pour le faire. Et encore, pas vraiment. Pas vraiment, mais sur la manière dont on le fait, éventuellement, on peut colorer un peu en conscience la forme. Mais si on n'est pas en contrôle du fond, ça dit quoi de nous? Hmm. Ouais. Moins clean. Beaucoup moins clean. Et je pense aussi au cerveau, hein, que d'ailleurs tu le dis, hein, qu'il est connecté à une source infinie d'informations. Et alors qu'est-ce que cette source, enfin c'est quoi cette source et c'est quoi son rôle vis-à-vis du cerveau, vis-à-vis de cette source infinie d'informations? C'est quoi? C'est Rappelle qu'on encore une a... fois, Vas-y, potentiel. dis-nous. Potentiel. On a potentiellement accès à cette source d'information. Et Et ça représente rappelle-toi, quoi alors? on est toujours en hallucination contrôlée. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qu'on a besoin de voir et ce qu'on s'attend à voir ou ce qu'on cherche à voir. Pas le reste. Donc tu vas toujours trouver un moyen, dans cette source d'information illimitée, tu vas toujours trouver un moyen de la limiter, de ne voir que ce que tu as décidé que tu verrais. Ouais, ouais. Tu vois, c'est potentiel, c'est hyper important. Hyper important. Pourquoi? Parce qu'on crée nous-mêmes nos propres limitations par rapport à ça. Et je crois aussi que tu dis, hein, il me semble, hein, que le cerveau, il a potentiellement plus d'informations que nous, et que quelque chose qui nous arrive ne nous arrive pas alors qu'on était persuadé que ça allait être le cas, bah ça peut être pour une raison précise, en réalité. Par exemple, un divorce, Encore une fois, on dit que parce c'est que horrible, mais en fin de compte, ça nous rend heureux. Enfin, il y a plein de ouais, choses comme ça. encore une fois, parce que l'inconscient, il est aux commandes. Et il sait pourquoi il agit. Il agit en fonction de vieux dossiers, même de dossiers qui seront sur une base transgénérationnelle, en fonction des histoires. On va voir les histoires, et puis c'est toujours étonnant de regarder et de voir les histoires qui se répètent Mm. quasiment similaires sur 3 générations, quasiment aux mêmes âges parfois. Ouais, Pourquoi? c'est Parce fou. qu'on n'a pas compris quand il y a une tuile qui nous a glissé sur la tête, on n'a pas compris, donc on essaye de comprendre les fois suivantes, donc on essaye toujours de chercher où est le danger, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a subi les choses, et comme on est sur une attention à la perte, ben on lâche pas le morceau. Mais- Donc d'une génération à l'autre, on continue. Et comment on pourrait se connecter alors à cette source d'information infinie sans que ça soit influencé par nos programmes? Tu peux pas, c'est toujours influencé.
Voilà, merci, au revoir. Non, je rigole. T'es toujours influencé. C'est le même principe. Regarde, comment dire? Tu vas voir un médium. Et le médium en question, il a la capacité de voir et puis de te dire, tiens, dans ton avenir, il va se passer ça. Le truc, c'est qu'il n'y a pas un seul médium qui voit l'avenir. Les médiums voient ta tendance passée et ta tendance actuelle. Si dans ta tendance passée, tu es sur une certaine ligne et que ta tendance actuelle est toujours dans le... Lui, il va voir cette prolongation et il va te dire, a priori, ce qui peut se passer. Le truc intéressant, c'est que là, on est dans une communication d'inconscient à un inconscient. Okay. Ton inconscient est en train de communiquer les informations. Lui, il voit ces choses-là, mais le truc, c'est qu'il est obligé de les interpréter pour les voir. Parce que on transmet pas. C'est comme si je prenais l'exemple de la télévision, je dirais un peu plus autrefois, on va dire, ou la radio. Tu as des ondes hertziennes qui arrivent dans un poste de radio. Les ondes hertziennes, c'est pas de la musique. C'est une information brute. C'est le poste de radio qui va les transformer pour que ça redevienne de la musique. Ouais. Nos cerveaux vont faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des informations qui arrivent, on va les transformer d'une certaine manière en fonction de ce qu'on croit que l'information est, de ce qu'on s'attend à ce qu'elle soit, en fonction de nos dossiers, nos envies, nos besoins, etc. Donc on va influencer la nature même de l'information à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai reçu ces images de l'univers et de ton inconscient ou ce genre de choses-là. T'as pas reçu des images, t'as reçu une information brute que tu as interprétée pour qu'elle devienne des images. Tu connais l'histoire du type qui te dit qui te décrit l'image en question? Non. Non, tu la connais pas son histoire. Donc comment tu peux savoir à quel point il influence l'image? À quel point cette image lui appartient à lui? Ouais. À quel point c'est déjà une interprétation faite en fonction de ses propres filtres à lui? Ça en fait des filtres, hein, fiou. Il fait des filtres. C'est compliqué d'être humain. T'as le filtre inconscient et ensuite t'as le filtre conscient. Ah ouais, c'est fiou. Parce que quand tu vas exprimer l'image qui est arrivée dans l'inconscient, tu vas en plus utiliser des mots pour décrire l'image. Qui va en plus être passé dans le filtre conscient de l'autre pour pouvoir reconstruire l'image de l'autre côté. C'est pas la même? Même là, c'est pas la même. Non. Mais je repense à ce que tu... Pardon, vas-y. Et par contre, hallucination contrôlée, tu vas le pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'une fois que tu es passé par les 3 ou 4 filtres entre l'information brute qui est revenue avec une image ou quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, tu vas aussi passer sur cette hallucination contrôlée qui fait que tu vas interpréter toi l'information et tu risques en plus de la programmer. C'est oh là là, il m'a dit ça. Ouais, ça a du sens par rapport à tout ce qui m'est arrivé avant, c'est qu'effectivement, ça va arriver. Donc tu le rends réel. Donc ça renforce, ouais. Tu renforces le truc, tu le rends réel. En le cautionnant et en lui donnant du crédit. Ouais, c'est la fou, légitimité de l'existence du truc. C'est ce qui fait aussi que un diagnostic un peu violent chez un médecin peut avoir un tel impact sur le corps d'une personne. Ouais. La force de persuasion et de la blouse blanche. Ouais, exactement. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, pour les médiums, je suis assez d'accord. C'est une réalité sur le moment T par rapport à ce qui se passait. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va t'arriver, en fait. Il faut vraiment prendre de la distance avec ça. La minute d'après, ça peut changer. Sauf si tu cristallises l'information. Ouais. Même si elle ne devait pas arriver, elle peut arriver du coup. Ouais. C'est-à-dire que systématiquement, quand tu arrives à n'importe quel point de ta vie, tu as un ensemble de possibles. Tu vois, entre ce que tu as absolument envie et ce que tu as absolument besoin, tu as tout un panel. Ouais, tu vois, le pire truc ou le meilleur truc, tu as tout un panel de possibles. Okay, et ensuite, c'est toi qui vas influencer ce panel-là en réduisant les choix. Ouais. Le problème, c'est que même si tu le réduis dans le bon sens en disant tiens, non, mais je me concentre absolument, tu vois, comme tu le ferais avec la loi d'attraction, je me concentre absolument juste sur ce truc-là, là, parce que j'ai envie de ça. Le problème, c'est que le fait que tu aies envie de vivre ça ne veut pas dire que tu as besoin de vivre ça. Il y a parfois aussi le truc où tu dois malheureusement te taper à vivre certaines choses pour pouvoir les dépasser et les comprendre. Les comprendre et les dépasser. Si tu te focalises uniquement sur des choses, tu es toujours hors course et puis tu finis par revenir systématiquement. La vie te ramène au bout d'un moment et tu peux perdre les choses ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours aussi un risque. Alors moi je dis toujours, c'est un truc...
Ce concept-là, il est difficile à accepter et à intégrer. C'est ce que j'appelle ou pas. Quand quelqu'un te dit, tu vois, ça va être super, ça va se passer comme ça, on va avoir ça, et quand on aura ça, ça va être ou pas. Ou pas. On est toujours dans un potentiel. Est-ce que je suis persuadé, moi, est-ce que je sais, parce que je connais l'avenir, que cette tendance-là, à laquelle vraiment j'ai envie, c'est celle qui va se passer et qui est la meilleure pour moi? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Ça se trouve, je dois juste passer par un truc merdique, perdre mon boulot pour qu'il y ait un truc qui se dégage derrière. Ouais, complètement. Donc finalement, le ou pas, c'est lâcher la résistance, le contrôle de l'ego. Le ou pas, c'est lâcher l'attente de résultat. Quand tu fais le ou pas, tu lâches l'attente de résultat. Si ok, ça se passe comme ça, ou pas. J'aurais fait de mon mieux de toute façon. Si ça se passe pas comme ça, bah ok, c'est pas grave. Je gérerai ce qui viendra derrière. Ouais, complètement. Et t'en penses quoi toi de cette... J'accepte à la base, t'acceptes à la base que t'es pas en contrôle forcément de ton environnement, de ce qu'ont vont faire les autres. Complètement, il vaut mieux ça d'ailleurs. Il vaut mieux ça, c'est plus serein. Et donc on parlait de la loi de l'attraction, de la manifestation. Tu en penses quoi toi du coup? Tu penses que ça te limite justement? Épée à double tranchant. Et dans quel sens donc du coup? Dans le sens, déjà dans le fonctionnement, c'est-à-dire que quand tu dois définir les choses systématiquement, c'est-à-dire que tu l'utilises pour relationnel pour trouver quelqu'un, ok? Tu vas mettre les critères, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, ou quoi que ce soit, tu vois, et ça peut être vachement bien. Tu as intérêt à vraiment bien définir chaque mot que tu utilises. Tu vois, je veux qu'il soit fidèle. Ah bah ouais, mais il peut être tellement fidèle que toi, t'as plus le droit de sortir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il peut devenir... J'en sais rien. Le truc, c'est que tout ce que quand tu fais ça, tout ce que tu laisses, j'allais dire pas au hasard parce que ça n'existe pas, mais tout ce que tu laisses ouvert en dehors de tes envies, ça devient une potentialité. C'est-à-dire que si tu coches toutes les bonnes cases, mais que tu n'as pas pensé à certaines, rien ne te dit qu'elles ne vont pas se manifester. Et donc, que ça va pas, voilà. Et ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que si tu n'as pas conscience, toi, de tes fonctionnements, de tes traumatismes, de tes problématiques, est-ce que tu n'es pas en train inconsciemment de faire en sorte de les réactiver ? Ou de lutter contre, Donc il y a toujours un truc. C'est-à-dire que il y a un travail à faire. La loi d'attraction fonctionnera déjà pour des trucs matériels, tu peux y aller, savoir si tu vas trouver la bonne voiture sur le bon coin avec le bon kilométrage, allez, autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu commences à toucher des trucs qui vont affecter l'être en profondeur, là tu as intérêt à savoir où tu mets les pieds, c'est-à-dire que tu as intérêt à te connaître parfaitement pour savoir comment tu vas gérer inconsciemment ce fonctionnement-là. Okay ? Et effectivement, après, il y a encore une fois cette idée de est-ce que, en arrivant à avoir ce que j'ai envie, est-ce que je passe pas à côté de ce que j'aurais eu besoin ? C'est ça, Et que je perds du temps dans mes capacités à avancer. Donc la loi d'attraction, c'est super parce que ça fonctionne. Et c'est ça le problème parfois. Je suis complètement d'accord avec ce point-là. C'est ça le problème parfois. Exactement. C'est ça le problème parfois. Donc totalement. il faut avancer toujours, encore une fois, en conscience. Si tu as conscience de tes casseroles et de tes problématiques et de toutes ces choses-là, là déjà, il y a un peu plus de... On avance de manière un peu plus sereine. On peut commencer à essayer de faire le tri dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut pas. Moi, j'aime bien, pour la loi de manifestation, c'est plutôt me concentrer sur des énergies, sur des émotions de bien-être, de joie, etc. Plutôt que me dire je veux ci, je veux ça, je veux ça. Enfin, en plus, je suis même plutôt maintenant... donc au départ, c'était la loi de manifestation. Ensuite, c'était plutôt la loi des émotions, essayer d'avoir plus d'émotions positives. Enfin, me focaliser pour développer cette attention d'émotions, tu vois. Et quand tu es dans le principe en conscience pleine, c'est-à-dire quand tu es vraiment en conscience pleine, même les énergies qui ne sont pas dans ce cadre-là, t'affectent plus. Et ça veut dire que toi, tu sais, quelque part, ça t'atteint même plus, tu surnages. Le type qui te fait des queues de poisson, le type qui t'insulte au volant, ok. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais en plus, le pire, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave.
Ça pourrait, hein, ça dépend des fois quand même. Ouais, c'est toujours le truc. Ouais, il y a plein de choses qui sont graves, mais il y a la plupart des choses de nos vies qui font qu'on s'est mis en colère, qui en fait n'étaient pas graves, qui méritaient pas qu'on se mette en colère. Moi, c'est surtout la peur, hein, je dirais, chez moi. Et quand je vois le nombre de minutes où j'ai été en sympathique ou en peur, et tu vois, je me dis, putain, ça fait beaucoup de minutes dans ma vie, dans mes 36 ans d'existence. Ouais, puis c'est fatigant en plus. C'est vraiment fatigant. Donc, il y a un truc où systématiquement, c'est ça ce truc. C'est que au début, quand tu fais ce travail en conscience, tu vas pas y arriver sur le moment. Pas forcément. Tu vois, tu vas déjà lancer le truc, puis tu vas faire, ça va être a posteriori. Tu fais. Ouais, j'ai quand même agi comme un con. C'était pas nécessaire, c'était pas utile, c'était pas constructif, c'était pas ça m'a rien apporté de bon, ok. Et hop, l'information est enregistrée, c'est-à-dire que ça rentre dans le feedback. Le feedback, c'est-à-dire que l'inconscient, il va prendre ça en disant, d'accord, on a lancé la réaction, mais on n'était pas d'accord sur le résultat. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de changer légèrement la conclusion. Si tu répètes ce truc-là suffisamment, au bout d'un moment, l'inconscient, il va continuer à conditionner les comportements, mais il va modifier l'objet mental, il va modifier la réponse habituelle, en disant, ouais, mais ça fait 10 fois qu'il me dit que c'est pas une bonne idée, qu'on revient, et puis qu'on n'est pas très content de nous. Donc finalement, on va, et puis il va raccourcir petit à petit le temps de latence. Jusqu'il y a un moment où tu es dans vraiment, c'est Libet, ce qu'il disait, c'était quand il mesurait le truc dans le cerveau avec des électrodes, on a 0,2 secondes entre le moment où il se passe quelque chose et le moment où la réaction part. C'est-à-dire quand on est en circuit court, c'est hyper rapide. Au moment où l'information arrive et que l'information elle est repartie. 0,2 secondes. Ça, c'est le temps que tu as pour mettre ton droit de veto. Pas ton libre arbitre, mais ton droit de veto. Voilà, donc, mais le cerveau est capable d'aller à cette vitesse-là si tu l'as conditionné pour. Ouais. Tu vois, il se passe un truc, tu fais wow, ok. Et stop, ça s'est arrêté. Ouais. Ça marchera pas pour des pneus qui crissent dans la rue, ça marchera pas pour un hurlement de quelqu'un à côté de toi, ça marchera pas pour ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que là, le cerveau, il fait niet. Ça, c'est trop important, donc ça, c'est zéro. Il n'y a pas de conscience là-dedans. La conscience n'est pas autorisée, et donc là, elle est chantée complètement. Mais pour n'importe quoi d'autre, où on est dans des zones de danger qui sont parfaitement gérables, c'est géré. Ouais. Et encore une fois, je dis ça, mais il y a des militaires qui sont capables de se conditionner jusqu'à ne plus réagir dans des dangers de mort. Ça, c'est fou. Je me demande comment ça se passe du point de vue du système nerveux. Est-ce qu'ils sont complètement shut down ou est-ce que... Ouais, c'est dangereux. Je pense que, parce qu'à mon avis, le stress, biologiquement, tu l'as quand même. Tu vois, C'est-à-dire qu'ils sont capables de couper un truc où il n'y a plus de réaction à un truc où normalement tu serais en danger de mort. Ils arrivent à le squeezer. Ouais. Mais jusqu'au jour où le corps n'en peut plus. Je pense que ça c'est comme ça. C'est toujours pareil. Ouais. On a inventé le PTSD pour ça. Mais bon, tellement de formes de PTSD entre les maladies auto-immunes, les dépressions, la fatigue chronique. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a, voilà. On a un panel de merde, je vais vous dire, sur cette planète. Mais c'est de savoir comment... En fait, le principe, c'est toujours de gérer la relation avec soi. La difficulté, même dans un couple ou dans le relationnel, c'est pas de connaître l'autre, c'est de se connaître soi. Agreed. Complètement. Parce que tu dois venir de loin avec ta connerie. Ouais. Et plus tu développes justement, c'est ça, c'est développer cette conscience que tu es en train de faire cette connerie. Oui, comme ça, plus c'est familier, plus t'en as conscience, plus tu peux le changer aussi, effectivement, cette fameuse pause. Tu te vois le faire, tu te connais, et au bout d'un moment, et puis finalement, ce qui va se passer, c'est que comme ça te plaît pas, tu vas finir rapidement par déprogrammer certaines choses, changer certaines programmations, changer certaines réactions, et puis voilà quoi. Un petit peu de brain retraining. Merci Sébastien. Avec grand plaisir.